Je me mets à la place de mais toi, le plus près possible. Oui, c'est les oranges. Parce que c'est mon conseil. Mais vous pouvez vous rapprocher. C'est mon conseil. Tu vois, en plus, il marche. Ah mon Dieu. Okay. Oui, bon, on est là. Alors, merci d'être là ce soir, hein, d'avoir bravé le froid, puis d'être dans cette ambiance sympa. Les humanités, ce sont des rencontres comme ça, de débats, de discussions, que l'Institut Noesis, avec la présence d'Axel qui le dirige et qui nous fera un petit message sur l'actualité de l'Institut à la fin, nous organisons ça de façon moins épisodique, comme ça, à l'inspiration. Et aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est... Vous m'entendez correctement? Ça va? Oui. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose. Non, ça ne sert pas à oui, grand-chose. c'est un petit peu... Là, c'est mieux. Oui. Mais ça marche un petit peu. Bon. Alors, c'est quoi? C'est une fenêtre. Pour ceux qui ne sont pas des professionnels de l'accompagnement, c'est une fenêtre ouverte sur les différentes disciplines qui existent dans les médecines alternatives ou le développement personnel. Voilà. Et puis pour ceux qui sont des accompagnants, des futurs accompagnants, je crois qu'il y a des stagiaires de l'Institut ce soir avec nous, eh bien c'est l'occasion justement de prendre conscience d'autres disciplines, hein, l'hypnose, la psychothérapie, l'aromathérapie, enfin tout ce qu'on veut, le yoga, enfin, la méditation transcendantale et autres. Bref, et là ce soir c'est la philosophie. C'est dans un esprit de fertilisation, c'est sans esprit de chapelle, c'est justement pour qu'on puisse confronter, débattre sur nos façons de faire, d'accompagner des gens qui veulent effectivement aller mieux, tout simplement. Voilà. Alors ce soir, on va découvrir la consultation philosophique. Qu'est-ce que c'est, la consultation philosophique? Alors, donc, on a deux experts, deux éclaireurs. Hein, le thème de la soirée, c'est comment la philo peut éclairer nos vies. Donc, ça sera intéressant de voir. Installe-toi. Voilà, on va voir comment justement la philosophie, l'exercice, la pratique de la philosophie peut effectivement aussi être une de ces disciplines hein, qui vient concourir. Et peut-être que c'est peut-être la plus ancienne d'ailleurs. Ah, ça oui. On peut le dire. Et donc, quelque part, effectivement, elle a cette tradition, une tradition philosophique à faire valoir. Et c'est ce dont on va parler ce soir. Alors, je vais m'asseoir un petit peu. Donc, je suis avec Eugénie Begleris. Eugénie, tu es donc docteur en philosophie, agrégé. Tu as publié de nombreux ouvrages. Moi, j'en connais 3. Oui, j'en ai 4. 4, dont celui-ci qui est vraiment celui qui nous occupe, hein, la consultation philosophique. Hein. Et tu es d'origine grecque. Tu as appris la philosophie dans une langue étrangère, oui. Ce qui est quand même particulier, hein, en venant en France. Voilà. Tommaso est docteur en philosophie. Tu as été universitaire, tu as de nombreuses publications à ton actif. Et puis finalement, ce qui t'intéressait, c'était que la philosophie elle soit pas cloisonnée à l'université, entre spécialistes, et tu as voulu que ce soit accessible auprès de tout le monde. Et tu as créé Mon Philosophe. C'est ça. Mon Philosophe, qui est en fait une activité de consultation philosophique. Donc ce qui vous réunit tous les deux, c'est cette volonté, il me semble, de vouloir partager la philosophie, l'échanger, la pratiquer avec voilà, les vrais gens, quoi. Oui. Et ce qui nous réunit, c'est la Méditerranée aussi. Ah oui, c'est le soleil. Exactement.
Moi-même, je suis né à Alger, donc ça va. Ça va. On se fait, oui, ça va. méditerranéen, voilà, c'est bon. Bah, C'est bon, tout va bien. Tout ce que l'Occident a créé depuis est né dans le bassin méditerranéen. Absolument. Eh oui, cocorico. Alors, je vais vous proposer un petit jeu imaginaire. On va imaginer qu'il fait chaud. Il fait super chaud. On entend un petit peu les cigales. Ça sent bon les orangers en fleurs. On a des sandales aux pieds. Une toge, je sais pas, un truc comme ça. Et puis on marche sur des vieilles pierres, sur un chemin, un vieux chemin de pierre. Voilà, absolument. Ouais, tout à fait, ouais, qui mène à l'Agora. Et on est dans l'Agora, on est des citoyens. On est des citoyens de cette cité, d'Athènes peut-être, par exemple. Et puis ça veut dire qu'on est là pour justement discuter, échanger, partager, donner son point de vue, lever la main quand on veut, voilà, participer à une discussion où on va comprendre un peu mieux ce que la philosophie peut être. Hein. Et une fois n'est pas coutume, ce que je propose, c'est que finalement, ce soit nous, les intervenants, qui commencions à lancer des questions à vous, juste pour faire connaissance, pour que vous puissiez vous exprimer aussi, et puis qu'on crée comme ça, qu'on crée cette communauté, quoi, cette agora de citoyens engagés. Ça vous va? T'aurais envie de me poser quelques questions? Oui, une question très simple. Pour vous, la philo, c'est quoi? La philo, c'est quoi? Pas la consultation, mais la philo. Vous oubliez, enfin non, vous n'oubliez pas les classes, mais la philo, qu'est-ce que cela évoque en vous? J'ai envie de paraphraser oui. un philosophe. Quand on dit, il dit la philosophie, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Penser sa vie et vivre. J'ai le sentiment, je paraphrase, que c'est un petit raccourci, mais c'est pas mal. Oui, il suit la tradition la plus ancienne contre son vie. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, la philo, ça doit être la philosophie du réel. Parce qu'on est dans l'instantané, j'ai envie de dire l'instantané, parce qu'on est vraiment... tout le monde veut donner, et beaucoup de gens ne sont pas capables de recevoir. J'en ai la démonstration tous les jours. Et donc, la philo, l'amour, c'est un peu galvaudé aujourd'hui. Et donc, je dirais qu'hier, on était dans le libertinage et le marivaudage. Aujourd'hui, on est dans le galvaudage. Galvaudage, j'invente ce mot. Et la philo, aujourd'hui, on parle beaucoup de réel. Et la philo, elle doit être aujourd'hui une philosophie du réel. Oui, et le réel est très complexe. Je veux dire, c'est aussi bien le réel de l'individu que le réel de la société, que le réel du monde. Je veux dire, le réel... Mais moi, j'ai envie de dire que notre président, il a employé le mot réel tout le temps. Je trouve que c'est pas ce mot-là qu'il faut employer, mais le mot vrai. La philosophie du vrai, pas du réel. Ça, c'est plus compliqué. Le vrai, c'est plus compliqué que le réel. Hein. On va essayer de discerner les mots, tout ça, la sémantique, c'est important. Est-ce qu'il y a... un petit peu long. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des mauvais souvenirs de philo, genre qu'est-ce que c'est barbant, faut lire des livres, on ne comprend rien de ce qu'il y a dedans. Surtout des sujets de bac, enfin de dissertation qui sont... Des mauvais souvenirs, là, genre la philo. Moi j'en avais pas, mais mon grand-père définissait la philosophie au risque d'être un petit peu provocateur. Un peu plus fort, c'est tout. Oui, il disait, mon grand-père, que la philosophie c'était une constipation d'idées dans une diarrhée de mots. Il n'avait pas tort, parce que il n'avait pas tort, parce que la philosophie académique, et sauf quand ce sont des grands génies, enfin qui ont été aussi des universitaires, mais la philosophie académique, c'est exactement ça. Il n'avait donc pas tort, votre grand-père. Il n'était pas au courant de la philosophie vivante, mais c'est vrai, la philosophie académique. Je l'ai quitté aussi pour ça. D'accord, il peut y avoir donc chez les philosophes des clans, non, des écoles anciennes et des...
philosophie académique, oui. Oui. Il y a des clans qui ne se lisent pas, pardon. Il y a des clans qui ne se lisent pas les uns les autres, mais c'est aussi le problème aujourd'hui. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'on est ici à faire de la consultation philosophique, qui est une façon, comme tu disais, de sortir la philosophie des livres, des amphis. Aussi parce qu'en plus, aujourd'hui, la philosophie académique, comme tout le reste, marche comme toute publication, il faut citer, il faut avoir le impact factor et tout ça, donc qui est très compliqué, et on s'éloigne de la vie parce qu'il faut trouver des bons sujets pour être publiés, tandis qu'il y a autre chose. Des micro-sujets, évidemment, qui sont à la mode, Oui. Et qui ne communiquent pas entre eux. Ouais. Daniel parlait de vérité tout à l'heure, ce qui est un concept un peu difficile, mais il y a quand même le fait que la philosophie puisse être une expérience de vie. Oui, tout à fait. C'est peut-être ça qui manque peut-être à un certain moment où elle devient un peu pas artificielle, mais abstraite. Oui. Abstraite, pas vécue, pas incarnée. C'est vrai, mais c'est une expérience de vie où on pense sa vie. Je reviens à ce que vous disiez. C'est-à-dire que ce n'est pas une expérience de vie émotionnelle pure. Je vis, je ressens, etc. C'est je pense ce que je vis pour mieux vivre. Hein? Je vis ce que je pense. Hein? Je vis ce que je pense. Ça c'est plus difficile, mais oui, c'est ça aussi. Non, les deux. Pas inversé, bouclé. Oui, d'accord, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages là autour de La philo, pour philosophie vous, c'est quoi? Moi, je pourrais dire que, par rapport à ce que tu viens de dire, moi, ce que ça m'évoque, c'est Sénèque, apprendre à lire. Oui. Et l'autre chose qui me vient, c'est une forme de méditation avec des mots. De Méditation avec des mots. Ah oui. Oui. Apprendre à vivre à la méditation avec les mots. Oui, parce que... Une forme de méditation avec des mots. Oui, et c'est tout à fait, ça nous permet d'entrer dans notre sujet, parce que justement, pour la philosophie, mettre les mots justes sur les situations permet déjà de les maîtriser. Et Hannah Arendt disait que mettre les mots justes sur les choses, c'est déjà agir. Et un petit philosophe, Alain, disait que qui n'a pas réfléchi sur le langage n'a pas encore commencé à philosopher. Et c'est vrai, pour nous, les mots ont une importance, la clarté des mots a une extrême importance. Oui. Mais je peux rebondir sur ta question, parce qu'en fait, vous avez nommé Sénèque, et en fait, une autre question... C'est un italien, là. Non, mais une autre question qui va avec, c'est quoi pour vous la philosophie? C'est est-ce que vous avez un philosophe préféré? Sénèque. Sénèque, voilà. Et oui, est-ce qu'il y a des philosophes comme ça qui... Nietzsche. Oui. Et... Foucault. Pardon? Oui, pourquoi pas. Oui. Foucault. Ah oui. Foucault. C'en est un. Oui. Difficile, mais intéressant. Spinoza. Spinoza. Ah, voilà, c'est mon maître. Je partage ça avec toi. Et là-bas? Pas de philosophe, aucun problème. Vous pouvez ne pas en avoir. Personne dit Kant. Ah non, personne dit Kant, et pourtant, c'est un très grand, qui a écrit des petits ouvrages pour tout le monde, en disant que la philosophie ne sert à rien si c'est une affaire entre universitaires. Et elle a écrit, et je vous invite à le lire, un petit livre qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» C'est sur l'époque des Lumières. Et c'est le plus bel ouvrage sur la liberté qui ait jamais été écrit. Il prend 4 pages. 4 pages. Il a fait beaucoup de choses, oui. Bon. D'astrophysique, non, parce qu'elle n'existait pas encore, mais ça va. Le système solaire et tout ça. Ah oui, oui, parce qu'il a suivi Copernic. Oui. Alors, Chef. mais je crois que... Chef. Ah, ben Il est voilà. cassé. Voilà les chefs qui perdent les attributs de leur pouvoir. Ah oui, exactement. Ça tient un peu de choses à virilité. Non, j'ai dit le pouvoir. Je n'ai pas dit la virilité. C'est souvent associé. C'est souvent associé. Oui, mais est-ce une bonne chose? Oui. Justement, c'est une question.
Bon, alors, on va poser la question de base. Hein. C'est quoi la consultation philosophique, Tommaso? C'est quoi votre affaire, là? Qu'est-ce que vous faites avec les gens? Ça se passe comment? Alors, on ne fait pas tout à fait la même chose. Et c'est pourquoi on est là tous les deux. Parce que Tommaso accompagne plutôt des particuliers, des individus, quelle que soit leur situation et leur difficulté. Et moi, j'accompagne plutôt des gens qui travaillent. Ce qui ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas aux individus, mais c'est à travers le monde du travail. Donc, mais je vais dire... mais avant ça, il y a, je pense, une vision générale de la consultation. Oui, qu'est-ce que c'est? Et pour moi, c'est une démarche qui renoue avec la pensée, avec la philosophie ancienne, qui a commencé dans la rue, comme vous le savez, et qui était sous forme toujours de dialogue. Ce n'était pas du tout des sujets sachants, mais c'était, Socrate en est le maître, mais enfin celui qu'on a retenu, mais c'était des gens qui dialoguaient avec leurs concitoyens pour leur apprendre à questionner, à se questionner et comprendre les situations. Donc questionner les situations pour ne pas les subir et mieux vivre. Vous pouvez être une soirée comme ça, par exemple? Il y a 2500 ans. Non, parce que la soirée comme ça, elle ne permet pas vraiment le dialogue. Hein. On est à chaque fois comme ça. Oui. Le dialogue, c'est on est moins nombreux et on tient compte de chaque idée de l'autre. Donc cette soirée-là est un faux dialogue, mais c'est quand même une discussion. Et donc, pour moi, la consultation philosophique, c'est revenir à cette philosophie questionnante des situations pour éclairer les individus et leur permettre d'être plus libres. Et je dis bien cela parce que pour moi, enfin, en tout cas pour moi, et Tommaso va s'exprimer, le but de la démarche philosophique, c'est de passer... Vous avez cité Spinoza, hein, Spinoza, oui. Et Spinoza dit que le propre de la démarche philosophique, c'est de passer du subir à l'agir. C'est très important, c'est-à-dire comment je sors des préjugés, des émotions, un filtre entre moi et moi-même, entre moi et l'autre, entre moi et la société, comment je me libère de cela pour devenir acteur de ma vie. Et pour moi, la consultation philosophique n'est pas destinée à des gens qui ont des problèmes psychologiques profonds, mais qui ont des inquiétudes, qui ont des difficultés de vie, et qui leur permet, justement par le questionnement, de ne pas subir la situation et de mieux vivre autant que possible. Et si j'ai choisi, moi, mais Tommaso va vous parler, si j'ai choisi le monde du travail, c'est que j'ai pensé que dans le monde du travail tel qu'il est aujourd'hui, et ne le sera pas toujours, on subit beaucoup de choses. Et comment on arrive à prendre conscience du contexte, de la situation, et de ne plus subir, soit en restant dedans, soit en ayant le courage de sortir. Thomas, à toi. Alors, la consultation philosophique pour toi? Pour moi, c'est un peu différent, parce que on a des parcours différents. Oui. Moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que mon métier idéal aurait été être prêtre. Parce que être prêtre, il y a un côté de connaissance, et un côté de prêche, et un côté de conseil. Et sauf que, bon, évidemment, il y a une morale très forte, il y a le matériel dont le conseil paraît assez bon, c'est immense, mais c'est quand même limité. Mais voilà, pendant que je faisais mes études de philosophie, et je m'imprégnais de philosophie, il y avait les amis, les copains qui cherchaient conseil, et en fait, je m'apercevais que ce que j'étudiais à la fac, et qui normalement était censé rester dans l'examen, était en fait très utile pour améliorer la vie de chaque jour, des concepts on disait avant, de Kant, l'impératif catégorique, l'idée de, quand je fais une chose, est-ce que je pourrais faire décider que cette chose que je dois faire doit être imposée à tout le monde? Est-ce que tout le monde devrait faire ça? C'est une question qui est très intéressante quand on doit prendre des décisions ou donner un avis. Et voilà pourquoi j'ai pensé que la consultation philosophique peut être très utile pour améliorer la vie des individus. Alors après, je pense que voir les individus dans leur monde de travail, et donc le fait que normalement ils travaillent ensemble, les gens, et les voir comme des individus, c'est un peu deux chemins pour arriver au même but.
voir le but, le bien-être dans le groupe pour arriver à l'individu et le bien-être de l'individu pour qu'il marche bien dans un groupe. Et sauf que voilà, moi personnellement, j'ai choisi d'accompagner des gens dans leurs soucis, dans leur inquiétude, en tant que inquiétude existentielle, en tant qu'être humain, personne seule dans leur solitude, qui aussi revient à mon idée de prêtre comme dream job, l'idée d'être dans le confessionnel et parler devant cet être humain qui est nu et qui se pose. Mais on ne donne pas la confession, l'absolution. Non. Il y a la confession, mais pas l'absolution. Absolument, absolument. Parce que l'absolution, encore comme je disais, se fait par l'action. En fait, parce que je pensais que philosophie, il y a deux mots-clés selon moi, il y a questionnement et connexion. L'idée de faire des connexions, de proposer, de dire ah mais tiens, ce que tu ressens, ce que tu penses, ça fait penser à ça. Donc l'analogie, la métaphore, mais aussi voilà, parce que quand je vous demandais si vous avez des philosophes préférés, je me demandais aussi si jamais dans votre vie ce philosophe préféré vous a illuminé la voie. Vous avez dit ah mais tiens, je peux faire, en fait ça me fait penser, bon souvent Sénèque évidemment, mais même si les idées de Foucault ou de Nietzsche vous ont illuminé la voie, illuminé l'action, parce que dans la façon dont je vis la conception philosophique, c'est trouver par exemple un philosophe que vous pouvez aimer et voir ce que ce philosophe peut dire à votre vie, à votre situation. Oui, mais ce qui fait, je trouve, l'intérêt de la consultation philosophique, c'est que le philosophe qui dialogue avec vous, lui, il est habité par plein de philosophes qu'il a déjà lus. Et quand vous apportez une situation qui vous est personnelle, soudain, on se dit, mais tiens, c'est un tel philosophe qui peut vous éclairer. Et moi, j'ai constaté par l'expérience que ceci, le fait de faire intervenir un tiers qui n'est pas l'accompagnant, je ne sais pas comment on l'appelle, mais qui est un grand homme qui a eu une belle pensée, et le fait de le citer à un moment opportun et pas du tout pour frimer, pour dire que l'on sait quelque chose, permet à l'individu soudain de se dire tiens, je ne suis pas seul, je suis lié à une même condition, et du coup, et je ne suis pas bête, puisque ce que je suis en train de vivre, eh bien, quelqu'un d'autre l'a éclairé. Et donc, chacun peut avoir son philosophe préféré, mais je pense, alors je ne parle que de moi, parce qu'on ne peut parler que de son expérience, et Tommaso parlera de la sienne. Pour moi, à chaque fois que quelqu'un vient, je cherche quel est le philosophe, quel est pas que le philosophe, le sociologue, enfin, on n'est pas fermé, ou le littéraire, qui peut l'éclairer. Et soudain, ça crée une lumière qui ne vient pas de moi, mais qui vient d'un tiers. Oui, pardon, on m'entend déjà. J'ai une question pour Thomas. Non, pour vous deux, en fait. Pour vous deux, concrètement, les consultations philosophiques que vous conduisez, toi vers des professionnels, toi vers le public les plus particuliers, qu'est-ce qu'ils viennent ils viennent avec quoi? Ils viennent avec quoi les gens? Un exemple concret d'expérience, de problématique, une problématique que vous êtes souvent amené à traiter avec les gens. Qu'est-ce que c'est? Ils attendent quoi? Ils attendent quoi de cette consultation? Alors, moi je fais une réponse mixte, parce que je travaille aussi bien avec des groupes, ou plutôt quelqu'un qui travaille dans une entreprise, dans une organisation, et qui vient avec une problématique. Je ne sais pas quelles sont vos activités, parce que je ne veux pas vous embêter avec des activités qui ne sont pas les vôtres. Par exemple, une directrice d'une maison de retraite. Oui, voilà. Concret, vient me dire, écoutez, vous êtes philosophe, et nous voulons traiter avec vous la question du respect. Du respect des personnes âgées. Bien. Alors je leur dis, moi je ne fais pas de cours, je ne fais pas de discours, mais je travaillerai avec vos infirmières et vos aides-soignantes sur la question du respect. Et je pense que le propre du philosophe, c'est d'aller sans préjugés. Donc il y avait un thème, mais je ne savais pas ce que j'allais trouver. Et alors la question première de la philosophie, c'est quoi le respect? Parce qu'il faut définir de ce dont on parle pour savoir où se situer. Et chemin faisant, je me suis rendu compte que finalement, et moi j'allais avec un préjugé,
Parce que le philosophe est plein de enfin moi en tout cas je suis pleine de préjugés, j'allais avec le préjugé que finalement il fallait respecter les personnes âgées. Et dans la discussion, il s'est avéré que le personnel était souvent irrespecté par les personnes âgées. Et du coup, je me suis retrouvée devant une situation où la commande qu'on m'avait faite se renversait. Et c'était fort intéressant parce qu'on a défini le respect, on a défini, enfin, et c'est pas du tout comme une consultation psychologique. Ah, ça évoque quoi en vous? Ah, vous vous sentez irrespecté, mais ça résonne en quoi en vous? Non, c'est pas la question. La question, le respect, c'est une définition générale, c'est cela. Et que se passe-t-il chez vous? Et au bout du compte, donc consultation philosophique, à force de questionner les choses, on se rend compte que le respect n'est pas quelque chose d'unilatéral qu'on doit à quelqu'un, mais c'est quelque chose qui est tout à fait réciproque. Ça, c'est la compréhension. Et après, en tout cas la manière dont je travaille, et maintenant, quelles sont les règles que vous allez vous poser, que vous allez imposer aux autres, etc. Et c'était un soulagement. Et ça, j'ai appris beaucoup de choses. Ça a mis en place quelque chose? Ça a mis en place quelque chose parce que les personnes en avaient assez de s'entendre dire qu'il fallait respecter des personnes qui ne les respectaient pas. Et à partir de là, on a travaillé sur l'égoïsme des vieux. Et c'était quelque chose que je n'avais pas imaginé, vous voyez. Et à partir de là, on a parlé de l'égoïsme en général, enfin, humain, et comment il y a un égoïsme égocentré et toxique, et comment il y a un égoïsme sain. Et là, on peut citer Aristote et Nietzsche, deux philosophes de temps très différents, qui disent que la première règle pour être bien, c'est d'être l'ami de soi-même. Et pour être l'ami de soi-même, il faut se poser des limites, etc., etc. Voilà un exemple de consultation philosophique dans un milieu hospitalier. Tommaso, toi, comment tu éclairerais effectivement la consultation philosophique? Ça, c'est comment ça marche? Des cas, oui, avec, voilà, que quelqu'un se présente avec oui, un sujet. C'est quoi le sujet? Un sujet, une fois, il y avait une jeune fille qui me parlait. C'était un cas très intéressant parce que voilà, elle avait un malaise, une inquiétude, mais qui évidemment n'était pas un malaise ou une inquiétude qui pouvait être traitée par un psychologue, parce qu'en fait, elle allait bien. Et elle-même, elle savait qu'elle allait bien, qu'elle n'avait pas quelque chose qu'un psychologue aurait pu affronter, sauf que voilà, c'était une jeune fille qui venait de déménager à Paris, qui avait très peu de contacts, qui ne savait pas quel était son rôle, auprès même, elle avait des soucis de couple avec un compagnon qu'elle voyait comme très puissant et tout ça. Et donc on a discuté ensemble pendant 1 heure, et j'ai essayé de comprendre avec elle quelle était sa pensée, quels étaient ses soucis, quelles étaient ses priorités. Et on a essayé de voir dès le début quel philosophe aurait pu éclairer ses soucis. Parce qu'évidemment, elle a commencé à parler de toutes les choses qui la faisaient péter les plombs. Et donc, j'ai vu qu'il y avait par exemple un côté qui pouvait être aidé par la philosophie stoïque. Par exemple, parce qu'il y avait un problème de hypermoralisation, il y avait plein de choses qui la faisaient énerver. Et finalement, je lui ai demandé, est-ce que ces choses sont vraiment importantes? Est-ce que tu peux, par exemple, mettre une ordre d'importance aux choses? Et évidemment, je ne l'influençais pas, c'était pas moi de décider quelles étaient les choses importantes pour elle ou pas, c'était à elle de décider. Et par exemple, je lui suggérais, donc je disais avant les connexions, je lui suggérais par exemple des concepts qui pouvaient éclairer sa pensée personnelle. Par exemple, le concept stoïque de l'indifférence, qu'il y a des choses qui ne sont de l'indifférence. Donc il y a des choses qui sont bonnes, des choses qui sont mauvaises, et après des choses qui sont indifférentes. Et par exemple, dans l'indifférence, il y a ce qui est préférable. Donc des choses qui, si on les a, c'est mieux. Si on les a pas, c'est pas grave. Après, si on lit les stoïques, c'est très... Bon, ils sont stoïques. Donc par exemple, la santé, pour eux, c'est préférable. Si on l'a, c'est mieux. Si on n'a pas la santé, bah, c'est pas grave. Parce que c'est mieux l'avoir que ne pas l'avoir, mais si on n'a pas... l'argent. Évidemment, les stoïques vont vous dire que l'argent, c'est préférable. C'est mieux l'avoir que ne pas l'avoir. Si on l'a pas, c'est pas grave. Et après, par exemple, on a vu la question de l'identité, et pour ça, on a approché un peu Sartre, l'existentialisme,
qui dans la consultation individuelle est toujours très, très utile pour comprendre quel était son rôle. Son rôle elle n'était pas contente dans quelqu'un qui cherche un travail, quelqu'un qui cherche de s'installer. Est-ce que tu es la femme de ton compagnon? Quel est ton rôle et comment tu ressens les difficultés par rapport à ces rôles? Et donc voilà, je pense que pour la personne ça a été très utile. Après je lui ai proposé, donc là c'était on a discuté pendant 1 heure, et après j'ai travaillé en lui proposant ce qu'on pourrait appeler une bibliothérapie. Une bibliothérapie, une série de... C'est Wapnick qui a écrit un très beau livre. Je ne sais pas si vous l'avez lu, La bibliothérapie. C'est un juif croyant et qui se réfère, un juif croyant se réfère toujours au livre, à la Bible. Mais en l'occurrence, c'était au livre au pluriel. Il a écrit un bouquin charmant et très intéressant, La bibliothérapie, et comment en lisant on se soigne. Alors moi je voudrais rajouter, je ne parle pas assez fort peut-être. Oui, peut-être Thomas peut perdre le micro. Attention parce qu'il est sous le... Oui, attends. Très simplement, On va là, dénouer, il est juste une seconde, on va dénouer. Oui, parce que c'est la table de l'alcool. bien que j'ai un trop de mémoire sur le titre de l'ouvrage, Régine de Tombelle a écrit un très beau livre sur sa vision de la bibliothérapie en allant à la base des textes littéraires. Et d'une certaine manière, par rapport à ce que vous évoquez, j'ai un peu le sentiment qu'elle est plus dans la logique de ce que vous faites vous que dans la logique de l'ouvrage que vous venez de citer, que je connais, que j'ai lu, et beaucoup plus, enfin j'aime dire beaucoup plus profond à mon sens. Vous voulez dire qu'il est moins cérébral et plus sentiment affectif et littéraire, le vôtre? Le bouquin de Régine de Tombelle, oui. Il est beaucoup, pour moi, il est beaucoup plus proche des gens. D'accord, oui. Mais c'est ma vision des choses. Mais je ne le connais pas, donc je n'ai pas d'avis. Ce que je voulais ajouter, pas ajouter, mais peut-être compléter, c'est que contrairement à un coach qui reste neutre, ou un thérapeute qui écoute et qui attend que l'autre vide en quelque sorte son sac, le philosophe consultant est quelqu'un qui s'engage, c'est-à-dire il bombarde l'autre de questions, en se disant mais peu importe si je me trompe de question, il n'y a pas de question indiscrète, puisque l'autre est libre de répondre ou de ne pas répondre, en tout cas ma question ne peut que le réveiller. Et je pense que dans ce que tu dis, et c'est pourquoi on l'appelle la consultation et pas une thérapie, et pas autre chose, et pas un coaching. Vous voyez, et donc on n'est pas un conseiller, on ne va pas donner des recettes, mais on va s'engager dans le questionnement de telle sorte que l'autre étant adulte, enfin je pense que le présupposé c'est que l'autre est un adulte mature, il va réagir et si on s'est trompé, il va nous dire qu'on s'est trompé. Et moi souvent, dans ma consultation philosophique, j'aimais quelque chose et l'autre dit non. Et soudain, je me dis, mais cette personne qui semblait ne pas avoir beaucoup de personnalité, voilà, elle me résistait. Hop oui. Ah bah, à chaque fois, tu fais exprès. Tu fais exprès de couper la chic, là. Oui, non, c'est... Il y avait une question, là. Tu voulais poser une question. J'ai le livre de Régine de Tombelle. C'est les livres prennent soin de nous. Les livres prennent soin de nous. Ça, c'est... Ça apparaît complètement dans la logique de ce que vous avez dit. Ah oui, d'accord. J'avais une question qui est un petit peu en retour en arrière. J'avais une question qui est un petit peu en retour en arrière. D'accord. Bon, je vous trouve... Vous voyez, on a appris grâce à vous. Pardon. J'avais une question qui est un peu en retour en arrière. Je vous trouve non pas opposée, mais très complémentaire. Et je pose la question si la philosophie doit être concrète comme avec vous, madame, ou un peu plus abstraite. Mais vous êtes très concret aussi, monsieur. Et je voulais citer une phrase d'un grand philosophe, que je trouve être un grand philosophe, c'est Jacques Prévert, qui disait une simple petite phrase, c'est une boutade, qui disait « J'aime mieux tes lèvres que mes livres ». C'est ce que vous dites à plusieurs interprétations. Bien parce sûr. que les lèvres parlent, les lèvres embrassent. Hein, donc, J'aime mieux tes lèvres que mes livres. oui. Alors, C'est une allitération et c'est un jeu de mots. c'est un très joli mot, mais un jeu de mots, mais on peut aimer embrasser, on peut aimer aussi parler. On peut faire les deux d'ailleurs, mais pas en même temps. C'est très imagé.
Eugénie, là tu as commencé à lancer un sujet qui est intéressant, qui peut... c'est faire la différence entre justement la consultation philosophique telle que vous l'avez définie avec des exemples concrets, et c'était intéressant, et puis d'autres disciplines comme l'hypnose que certains ici dans la salle pratiquent, des psychothérapies. Qu'est-ce qui ressemble dans ce que vous faites à un travail de psychothérapeute, on va dire, au sens large, avec toutes les disciplines que ça peut couvrir, et qu'est-ce qui les distingue? Alors, ce qui les rassemble, c'est que la finalité, c'est que les individus aillent mieux. Je pense que c'est cela. Et j'ai dit tout à l'heure qu'ils soient plus libres. Pour moi, c'est aller mieux. Maintenant, pour moi, et Tommaso va répondre tout à l'heure, pour moi, la philo n'est pas une thérapie. À moins de parler de thérapie au sens de Platon, hein, en grec thérapie, ça veut dire le soin de l'âme. Oui. Si c'est le soin de l'âme, oui, la philosophie est aussi une thérapie, mais pas au sens médical aujourd'hui. Et on l'a suffisamment dit, les personnes qui viennent n'ont pas une difficulté qui les empêche de vivre. Elles ont une inquiétude de vie. C'est une inquiétude existentielle. C'est différent. Je pense qu'un psy, pour avoir moi-même fait appel à des psys, hein, parce que le philosophe, il a besoin des autres, la psychothérapie va vers le passé pour essayer de voir ce qui a conditionné, ce qui a déterminé. La philosophie que je pratique, c'est non, on part du présent et on va vers l'avenir. Ce que vous avez vécu, c'est à vous. Mais maintenant, vers où désirez-vous aller? C'est-à-dire c'est quelque chose, une projection en avant, puisque le but c'est de mieux vivre et pas de ruminer le passé. Il y a beaucoup de psychothérapeutes, oui, aujourd'hui, oui, des hypnothérapeutes qui cautionneraient totalement ce que tu es en train de dire. C'est vrai. Oublions le pourquoi et puis le passé, et maintenant on fait comment. Exactement. Et ça c'est la vie telle qu'elle se présente. Et ce que j'ai dit concerne surtout le côté psychanalytique, en pioche, oui, d'analyse. Et par ailleurs, comme je travaille beaucoup avec des organisations et en entreprise, les coachs depuis quelques années ont pris en quelque sorte le pouvoir, si on peut dire. Et le coach qui a fait une formation professionnelle est quelqu'un qui a appris la neutralité. C'est-à-dire qui a appris la neutralité. Je n'ai pas dit qu'il la pratique. Et la neutralité consiste à ne faire que questionner l'autre et ne jamais intervenir subjectivement. Et le philosophe, lui, il est engagé. C'est-à-dire, il intervient avec une question. Mais ce n'est que moi et ça n'a aucune prétention à la vérité. Et quelquefois, quand quelqu'un me parle d'une situation, je dis, mais attention, je vais projeter, mais j'étais dans la même situation. Et je raconte une difficulté. Ce qui fait que le lien se fait un lien d'égalité et pas de sujet écoutant et de sujet de sachant. Et quelquefois, je ne donne pas de conseils, mais quelquefois je suis impatiente parce que l'autre qui n'est pas impatient, il est à côté de sa solution et il ne la voit pas. Moi-même, quand je suis en difficulté, je ne vois pas ma solution, j'ai recours à Tommaso. Donc il ne la voit pas cette difficulté, mais bien sûr. Et je suis impatiente qu'il aille mieux. Et alors je pousse un peu, impatiemment. Je pense que le coach ne le fait pas. Et quant à l'hypnothérapie, ça, il y a des choses à dire, parce que rien n'est plus opposé à l'hypnose que la philo, puisque la philo, c'est l'éveil de la conscience. Alors, le sujet est lancé. Oui, mais l'hypnose, c'est une veille paradoxale. On est plus éveillé qu'on le pense, finalement. Oui, mais on n'a pas peut-être la maîtrise des mots, et on revient à tout à l'heure. Peut-être pas. Et on revient à la question de tout à l'heure. Ouais, non, ce qui est très intéressant dans la différence entre le rôle de la philosophie comme thérapie, et déjà j'allais commencer par la même chose qu'a dit Eugénie, que si on prend psychothérapie dans le sens littéral, soin de l'âme, évidemment la philosophie c'est une psychothérapie. Moi parfois je m'amuse à penser qu'on est quand même les premiers. Il y a peut-être les yogis
qui nous battent chronologiquement. Le yoga, je pense qu'il est encore plus ancien que la philosophie. Oui, bien sûr. Oui. Et d'ailleurs, l'hindouisme est bien plus ancien Voilà. que la philosophie. Voilà. Mais c'est... C'est la sagesse. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Voilà, C'est la sagesse. exactement. Exactement. Qui est vécue. Donc, Et à la limite, on se passe de mots, parce qu'on fait un vide qui est un plein, enfin qui est une concentration sur soi. Mais je pense que là, on a deux cultures qui sont très différentes, qu'on peut combiner à un moment donné, mais il y a une culture du silence et du lien, de l'unité avec le tout, et il y a une philosophie de la séparation et de la parole, c'est-à-dire je suis en face de mon objet et je le questionne. Et il n'y a pas de vérité, hein. Il n'y a pas meilleur que... C'est deux civilisations complètement autres. Il y a une certaine époque ancienne quand même, archaïque, la médecine et la philosophie étaient quand même assez je ne sais pas si c'est une légende, mais j'ai lu que Antiphon d'Athènes avait écrit sur sa maison ici habite l'homme qui soigne avec les mots. Ah oui, je sais pas. Et c'est vrai qu'il y a quand même cette convergence du soin. Oui, mais avec les mots. Et les mots, ça fait pas, ça interpelle la compréhension. Oui, voilà. Parce que je pensais, la raison et la compréhension, parce que si je prends un médicament, je n'ai pas besoin de connaître la chimie du médicament pour que le médicament marche. Et dans certaines psychothérapies, le thérapeute ne va pas nous expliquer pourquoi on fait une certaine chose. Il ne va pas nous expliquer la raison des questions qu'il nous pose, et il va nous administrer des tests sans que nécessairement on sache. Il va nous dire qu'il n'y a pas une bonne réponse, une mauvaise réponse. Après, il ne va pas nécessairement nous dire quel est l'esprit du test. On va le remplir et on va lui rendre, et après on va voir la réponse. Mais pour cette réponse, il n'y a pas besoin de comprendre sa technique, sa science. Par contre, dans la philosophie, et je pense que c'est un élément crucial de la construction philosophique, c'est que la compréhension est égalitaire. Dans ce sens, comme disait Eugénie, le philosophe et la personne qui cherche le philosophe sont sur le même niveau. Parce que si le philosophe n'arrive pas à se faire comprendre, à ne pas donner les outils pour que le client, le passant, le conseiller comprennent la question déjà, ou la connexion, on n'en fait rien. Et c'est pour ça que finalement la construction philosophique, c'est pas des petites, c'est pas donner une citation philosophique qui plaît. Pour qu'après on s'en souvienne et on utilise la maxime comme les adolescents qu'on écrit sur le cahier, sur le cartable, saisis le jour. En fait, oui, saisis le jour, qu'est-ce que ça veut dire? Si on n'explique pas qu'est-ce que ça veut dire, saisir le jour pour que la personne le comprenne. Donc cet élément déjà est fondamental. Alors, par ça, je ne dis pas que d'autres thérapies n'ont pas cette dimension de compréhension et de égalité dans la compréhension, mais pour la philosophie, elle est cruciale. Et après, il y a un rapport déontologique différent entre le philosophe et la personne qui, comme disait Eugénie, s'engage. On s'engage, on peut se fâcher, on accepte aussi le... Moi, il m'est arrivé de chasser. On peut se fâcher parce que... Vous chassez, Mais parce qu'entre amis, on se fâche. Moi, j'ai chassé un client. Entre amis, on se fâche. Et donc, alors ça, c'est une chose merveilleuse qui disent Deleuze-Guattari dans Qu'est-ce que la philosophie? Philosophie, ça veut dire être ami de la connaissance. Et donc, les philosophes sont amis de la connaissance et amis entre eux. Et avec les amis, on se fâche, on discute. On peut se dire non. Et ça, c'est une autre chose différente. Devant le psychanalyste, on ne peut pas dire non. En fait, si on dit non, on est dans le déni. Si on dit oui, on essaye de le complaire. Surtout lui, il dit Pardon, rien. quand je dis que je chasse des gens, il m'est arrivé de chasser des gens parce que j'ai compris qu'il y a des personnes qui se complaisent dans la répétition. Ils sont dans une difficulté, ils sont mal dans la difficulté, mais ils préfèrent la difficulté à quelque chose, c'est-à-dire ils préfèrent un malheur connu à un bonheur possible inconnu. Et donc, une fois, deux fois, trois fois, après je les chasse. Et alors, parce que je me dis que le propre du philosophe, c'est de ne pas de fidéliser la clientèle, mais c'est que le client aille bien, d'autant plus que le client n'est pas impatient. Quelquefois, la personne a disparu, mais quelquefois, ça lui a fait beaucoup de bien. C'est-à-dire, elle s'est dit, tiens, il y a quelqu'un qui pense vraiment à moi. Allez-y, pardon. Non, ma question c'était ça, c'est est-ce qu'ils allaient mieux une fois que vous les avez chassés? Oui, moi j'ai eu deux cas où les personnes
comment dire, ont été soignées, entre guillemets, parce qu'elles ont été chassées. Parce que pour la première fois, elles n'étaient pas, comment dire, n'étaient pas une rente pour le thérapeute. Et sur combien de personnes que vous avez chassées? Alors, j'en ai chassé 2 particuliers et j'ai quitté 3 entreprises. Mais c'est pas la même chose. Les entreprises voulaient utiliser le philosophe comme un vernis. Alors, et là, j'ai dit non. Au début, je me suis fait avoir, hein, parce que c'est pas simple. Et là, j'ai dit non et j'ai cassé avec le client. Et du coup, j'ai trouvé, et ça c'est la magie de la vie, un client meilleur alors que je ne l'avais pas cherché. Ça c'est la magie de la vie. Parce que vous faites quelque chose de désintéressé, vous avez l'impression que le monde va s'effondrer. Finalement, il y a quelque chose que la vie vous renvoie. Et ça, c'est fantastique. Et parmi ceux que j'ai chassés, j'en ai chassé 4 et il y en a 2 qui ont bien... Donc la statistique n'est pas... Mais je suis prête à en chasser d'autres si je vois qu'ils aiment la répétition et qu'ils viennent chez le philosophe pour conforter quelque chose. Oui. Si je peux me permettre un commentaire, c'est vrai que chasser, c'est-à-dire en fait, il y a une thérapie par la provocation aussi, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui reste dans une zone de confort où il est malheureux, mais c'est une zone de confort, je crois qu'en hypnothérapie aussi, on provoque en tout cas, on provoque pour qu'il ne soit pas content, ou les sages en Inde, ou les moines zen, souvent ils rabroulent leur disciple, ils font quelque chose d'assez désagréable finalement pour inciter à l'éveil. Oui, mais les sages sont beaucoup plus malins que moi, parce que les sages trouvent un paradoxe, le koan, où ils vous disent une chose tellement biscornue qu'ils vous retournent la situation. Moi, je me fâche. C'est pas bien, mais ça peut marcher. Pas ce soir, oui. Hein, non. Peut-être parfois il suffit de lui dire la vérité en face, pratiquer le parésia. Oui, comme Foucault, la libre parole, voilà. Oui. Alors ils se sont obligés il est fâché, il veut quitter. Ça arrive souvent aussi peut-être, des gens qui quittent une consultation parfois. Non. Moi, dans des ateliers, j'ai vu des gens qui sont tellement énervés en lui posant des questions, alors il est obligé de quitter l'atelier. C'est vrai? Oui. Et parfois, il y a des gens qui ne supportent pas entendre la vérité en face. C'est vrai. Oui. Ça dépend quelle vérité après, c'est toujours un mot un peu difficile. C'est pas moi qui vais la définir. Non, et en fait, sur ça, je reviens sur le rapport et la déontologie du rapport entre philosophe et conseiller et être humain, l'être humain qui est en face. La philosophie ne prétend pas devenir le substitut. Alors, on essaye de démédicaliser le monde, dans un sens. Il y a des malaises qui ne sont pas nécessairement des pathologies. En même temps, on ne nie pas, comme disait Eugénie, on va vers des psys quand on sent en avoir besoin, sans problème, et on ne nie pas la pathologie mentale. Et surtout, je pense une chose importante, c'est quand on trouve devant quelqu'un qui a une pathologie mentale, on l'envoie vers un psychiatre, un psychologue, parce que, alors évidemment, comme on se sent libre et engagé, si on dit quelque chose à quelqu'un qui est déprimé et va se pendre face à notre remarque, c'est plus compliqué. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention à comprendre la personne qu'on a devant. C'est intéressant ce que tu dis sur la dépathologisation, parce que c'est vrai que plus les années passent, et vous savez, le DSM qui est une liste de Bible de tous les troubles psychologiques répertoriés, et ce livre n'arrête pas de grossir, d'épaissir. Alors on met des étiquettes sur les moindres mots, alors que finalement dépathologiser, ça veut dire simplement ramener l'individu vers son expérience de vie, ses difficultés, souvent et simplement, pas forcément des troubles qui seraient... Oui, dans ce sens apparemment, je viens de découvrir qu'il y a alors, en plus il y a beaucoup de soi-disant pathologies de l'esprit qui ne sont pas encore dans le DSM, mais qu'on les traite comme si elles étaient et on pense que vont y arriver. Et apparemment, je viens de découvrir l'orthorexie. 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 Et normalement, c'est l'obsession pour la musculation.
pour la gym. Ah oui, l'orthorexie. Mais oui, non, mais c'est la bouffe, non? Oui, c'est c'est la bouffe, et c'est le tout la bouffe, et la bouffe saine, et le corps sain. Et en fait, l'idée c'est que si on veut être super sain, on veut même faire de la gym 10 fois par semaine, être comme Schwarzenegger. En fait, il n'y a pas une dimension pathologique. Il n'y a pas besoin de chercher le malaise mental. Oui, mais c'est et la chose terrible, c'est la définition. Dès qu'on arrive à placer des définitions, et ça c'est paradoxal parce que c'était le jeu philosophique de définir. Moi j'avais trouvé une chose il y a quelques mois. En plus c'est intéressant, dans cette période on a un peu l'obsession de la fake news. Il y a cette pseudo-littérature scientifique qui est quelque chose de très loin de la philosophie, si on veut, c'est un peu les nouveaux sophistes. Le présenter il y avait une pathologie définie comme high functioning depression, dépression à haut fonctionnement. Et en fait, si vous lisez les symptômes, je pense que 8 personnes sur 10 ici l'ont, parce que c'est l'être humain. Sauf que là, on lit ça et on dit « Ah, on est malade ». Oui, je trouve qu'on vit dans une société qui est très pathologisante. Oui. Et on médicalise tout. Et alors que l'inquiétude existentielle, c'est l'être humain. L'anxiété, c'est l'être humain. L'angoisse aussi, c'est l'être humain. Et je trouve aujourd'hui, et donc je reviens à mon activité qui est dans le monde professionnel, aujourd'hui on parle beaucoup des pathologies des professionnels. Finalement, on les met sur le compte des individus, en disant que celui-ci est burn-outé, celui-là est déprimé, etc. Alors qu'il y a beaucoup à dire sur les organisations qui sont pathogènes. Et je pense que le rôle du philosophe, enfin, c'est pourquoi j'aime le travail, c'est que je me dis, mais ce ne sont pas les individus qui sont malades, c'est l'organisation et peut-être une société malade. Et je donne un exemple, parce que ça fait très longtemps que je pratique. Eh bien, ces dernières années, le principe de précaution a envahi tout. En tout cas en France. Donc vous avez un législateur qui cumule les lois parce qu'il ne sait pas prendre le problème à la racine, et vous avez l'organisation qui, elle, fait des procédures pour sécuriser tout. Ce qui fait que l'individu à l'intérieur, auquel on dit prends de l'initiative, sois libre, etc., il se trouve dans une injonction paradoxale et il ne sait rien. J'ai été me faire opérer d'un œil il y a peu de temps. J'étais pas en consultation philosophique, j'étais en situation de faiblesse et j'avais en face de moi un infirmier qui m'a demandé 20 fois quel était mon nom, quelle était ma date de naissance, et qui écrivait ça sur des papiers. Alors je lui ai dit mais pourquoi? Et il m'a dit ne m'en parlez pas. Et là ça devient une consultation philosophique. Ne m'en parlez pas. Depuis quelque temps mon travail est devenu un calvaire parce que je ne fais plus mon travail, mais je ne fais que remplir des fiches dans un... Et je ferme la parenthèse pour dire que la philosophie n'est pas que... C'est pourquoi moi j'aime bien travailler dans le milieu professionnel, parce que finalement l'individu est pris dans un monde, ce monde est pris dans une certaine culture au sens large, et cette culture-là aujourd'hui, il faut la radiographier. Et il faut se dire, et il faut justement dire à l'individu, c'est pas à toi de prendre un médicament, ce serait plutôt à l'organisation de se soigner. Et je me dis que c'est lent, ça prend du temps, et les organisations sont des êtres anonymes. Mais peut-être qu'en s'adressant à des individus à l'intérieur, on peut... Alors je ne sais pas si elle pathologise, mais elle normalise, par exemple dans le fameux DSM qui était moins épais à l'époque, dans les années 70, l'homosexualité était marquée comme une déviance. Et après ils ont dit bon, on arrête, on a fait sortir, donc il y a de nouvelles pathologies. Thomas, tu voulais dire quelque chose? Non, en fait, je voulais rebondir sur ce que Eugénie disait sur l'organisation qui est dysfonctionnelle ou pathogène. En fait, c'est ce que la philosophie fait depuis toujours. Même le problème de Platon et Socrate et Athènes. Oui, c'est pas les hommes qui sont malades, c'est Athènes qui est pathogène. C'est vrai, oui, c'est vrai. Athènes qui a tué. En fait, c'est pas les hommes, non, pas que. Les deux. Mais il y a une structure pathogène qu'il faut radiographier et à laquelle on peut proposer des alternatives. Oui. Socrate dévoie la jeunesse athénienne, quand même. Oui, comme Eugénie dévoie les travailleurs.
Oui, ah oui, c'est vrai, tu fais ça. C'est-à-dire, oui, Socrate a été condamné pour avoir corrompu la jeunesse. Oui. Et corrompre à l'époque, c'était apprendre à la jeunesse de questionner, à questionner et à être libre. Mais je ne prétends pas avoir la valeur de Socrate. Oui, dans les organisations, est-ce que tu crées effectivement, est-ce que tu vois que tu crées des consciences particulières qui font que les gens résistent ou peuvent faire valoir leur... Malheureusement. Je pense que, et ça c'est mon malheur, hein, et c'est mon malheur, c'est que, et de plus en plus mon malheur, c'est que, en fin de compte, on éclaire des individus, mais on ne soigne pas l'organisation. Et quand j'ai commencé il y a 20 ans et plus, parce que je suis passée, j'étais prof de lycée, puis j'ai tout quitté pour autre chose, et au début je pensais que le philosophe pouvait contribuer à l'amélioration de la cité, même le cavalier seul que j'étais. Et je me rends compte qu'on peut éclairer des individus, et la plupart du temps, malheureusement ou heureusement, les individus éclairés vont plutôt quitter la place qu'ils avaient, plutôt qu'ils ne vont faire évoluer le système. Et pour moi, c'est une énorme interrogation sur l'efficacité de la, pas de la philosophie, mais de mon travail. Voilà. Non, mais c'est que l'organisation est très forte. Oui. Et elle a une forte inertie aussi. Oui. Même Socrate n'a pas soigné Athènes. Et Platon non plus. C'est vrai. Mais on les garde encore aujourd'hui et ils illuminent les individus aujourd'hui encore. Oui, il y a un philosophe que j'aime beaucoup, qui est peu connu, qui s'appelle Karl Jaspers, c'est un Allemand, et qui dit que tout repose sur l'individu. Et qui dit que la mission de la philosophie aujourd'hui, c'est justement d'éveiller l'individu, et que plus on éveille les individus, plus on a de chances d'opérer ce revirement, cette conversion. Et, enfin, point d'interrogation, je ne sais pas. Enfin, je ne le verrai pas, moi, ça. Ça prendra beaucoup de temps. Oups. Il est presque 21h. Alors, il y a peut-être des personnes qui veulent faire un break, qui veulent fumer une cigarette, ou je ne sais quoi. Et puis il y a peut-être d'autres personnes qui veulent, comme ça, à ce moment-là, poser des questions, intervenir, parce que je vous parlais de l'Agora, je ne sais pas si ça sent encore la fleur d'oranger, si vous avez encore vos sandales aux pieds, mais bon, soyez citoyens si vous voulez, et est-ce qu'il y a des questions après tous ces développements? Une question, je voudrais que mon collègue intervenir à la fin. J'ai un peu une pratique personnelle qui est la philothérapie. Je l'appelle la philothérapie. C'est-à-dire que tous les jours, je crée une phrase philosophique. J'en ai quelques-unes, je voudrais vous les livrer si vous m'autorisez. Pas maintenant, mais à la fin. D'accord. Ok. Vous y pensez? Et des questions, des contestations. Oui. Depuis tout à l'heure, on parle de mots. D'accord, on échange principalement là-dessus, mais un mot a une définition qui est propre à chaque personne. On n'a pas une définition universelle. Comment on fait pour accorder justement ces directions qui peuvent être complètement différentes? C'est une bonne question. Alors, c'est laquelle? C'est une bonne question. Oui, parce que... Alors, il y a un dictionnaire des mots. C'est-à-dire, dans les mots, il y a quelque chose qui est général. Ouais. Et à partir de là, il y a des interprétations particulières. Et ce qui est intéressant, et là je pense quand je suis en dialogue avec les autres, c'est que la première question de la philosophie, c'est quoi la responsabilité, par exemple? Alors, dans cette première approche, les gens finissent par donner une définition suffisamment générale qui fait que tous tombent d'accord qu'on parle de la responsabilité et pas de la culpabilité, par exemple. Vous voyez? Et une fois que cette chose a été déterminée, chacun part avec son interprétation. Et c'est là où c'est très intéressant, je trouve, et c'est là où la philosophie est riche, parce que chacun a son point de vue, mais le dialogue fait que ces points de vue très différents finissent par avoir des convergences. Ce qui fait qu'à la fin, on arrive à une définition qui n'est pas générale, c'est pas celle du dictionnaire, mais c'est celle du groupe qui a réfléchi. Et comme enfin, je parle que de moi,
comme en l'occurrence ce sont des professionnels, je parlais de respect tout à l'heure, qui ont une situation précise en tête, à la fin, ils vont arriver à quelque chose qui est un sens commun, qui n'est pas, où ils ne sont pas tous d'accord. Et ce que je voulais vous dire, c'est une définition générale. Et après, on se confronte. Et à la fin, on trouve un accord, un peu comme un accord musical qui est fait de désaccords, mais on sait que là, on peut avancer. Comme contexte. On est dans le concret et dans la vérité, enfin, en chacun, on n'est pas dans une abréviation des choses. Non, on est dans une vérité. Si on peut parler de vérité, c'est une vérité tout à fait provisoire, qui est valable pour une situation donnée, qui éclaire cette situation. Moi j'aime bien dire que ce n'est pas une vérité, mais un éclairement. À un moment donné, on est éclairé, on avance, mais peut-être que si on se réunissait plus tard, on aurait un autre point de vue. Mais ce point de vue n'est pas faux. Il n'est pas vrai absolument, mais il n'est pas faux non plus. Il est relatif à une situation, mais ce n'est pas du relativisme sophistique. Est-ce que j'ai répondu? Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Il me semble que Nietzsche se méfie beaucoup du mot vérité. Oui. Il me semble parce que... Tiens, je vais peut-être tendre le micro. De mémoire, il me semble qu'il disait que la vérité conduit à quelque chose de rigide. Oui. Sauf erreur de ma part. Mais non. Voilà, le savoir. C'est-à-dire, oui. Et que les différentes interprétations, oui. C'est ce que vous dites là justement, ouvrent des champs. Ah oui, c'est ça. Et l'expérience réflexive beaucoup plus large. Oui. Et Nietzsche parlait de perspectivisme en disant j'avais oublié ça. Oui, mais je trouve que c'est un mot merveilleux dans la mesure où finalement il y a une multiplicité de perspectives, de points de vue différents. Oui, et il n'y a pas de vérité. Et dès qu'on est dans une affirmation de vérité, on est dans une idéologie. Et on devient vite totalitaire. Et il disait aussi que la vérité de chacun n'était même pas la vérité de son intelligence, mais que c'est la vérité de tout son organisme inconscient. Et je trouve que c'est très juste. Ouais. Il est extra. Et Nietzsche est un auteur extra. Enfin, ils sont tous quand même extra. Oui, mais en fait, si je peux rajouter sur ces deux questions qui sont en fait très reliées, mais même dans la consultation individuelle, cette marge entre le mot dans la façon dont on l'utilise pour se comprendre, mari, maison, travail, obligation, cet écart qu'il y a entre la définition qui nous permet de nous comprendre l'un l'autre et ce que ça signifie pour la personne, c'est là où il y a tout le marge de travail. Parce qu'encore, il n'y a pas de vérité. Je ne vais pas dire à la personne ce qu'est une obligation, ce qu'est la maison, mais si ta compréhension te fait souffrir, c'est là où il y a un marge de travail pour comprendre qu'il y a d'autres visions. Et même dans soi-même, et comme vous dites, devenir totalitaire, c'est pas uniquement entre personnes, mais c'est avec soi-même. On devient souvent totalitaire de nous-mêmes. Et sur ça, il y a un grand philosophe américain, peut-être un des plus... c'est un philosophe qui avait été un peu oublié, après il a été récupéré, après maintenant il est recontesté, c'est Henri David Thoreau, qui a écrit La vie dans les bois, Walden, la désobéissance civile. Et lui, à un moment, il dit... c'était un abolitionniste. On est avant la guerre civile américaine, et il dit c'est terrible avoir un négrier du Sud. Avoir un négrier du Nord, c'est encore pire, mais le pire de tout est être son propre négrier. Et donc la philosophie, ça aide et dans la dimension de consultation, ça aide à ne pas devenir son propre négrier, donc ne pas avoir une vision totalitaire qui évidemment passe par les mots. Et par les mots, et par la narration qu'on a de nous-mêmes, comme individuel, dans le groupe, et la narration aussi du groupe, que le groupe a de soi-même. Oui, c'est-à-dire la sagesse existentielle, c'est d'être l'ami de soi-même, et souvent on est l'ennemi de soi-même. Et ce que je constate aussi, c'est comment un individu, finalement, on s'imagine que je travaille toujours avec des professionnels, et on s'imagine qu'on peut avoir une image juste de soi. Et souvent, on a une image diminuée de soi.
Et même quand on arrive avec beaucoup d'assurance, c'est une image diminuée. Il n'est pas une image confiante. Et justement, l'approche philosophique permet de distinguer cette assurance de la confiance, parce que c'est pas du tout la même chose. Mais on est difficilement ami de soi. Et je pense que le but de la consultation, c'est de devenir ami de soi-même. Et après, on aime son prochain. Parce qu'à partir du moment où on est ami de soi, on peut aimer l'autre. Mais sinon, on l'aime pas. Ah oui, le prêtre. Ah bah oui, le prêtre. Le prêtre. Non, mais alors, sur ça, oui. Mais sur ça, il y a une chose, un des plus grands philosophes jamais existé, Thomas d'Aquin. Il prend dans la Summa Theologica, qui était un manuel, la Summa, qui maintenant est vu comme un manuel théorique, la Summa était un manuel de prêche. C'était pour apprendre aux prêcheurs à prêcher, c'était des arguments pour qu'ils puissent prêcher au mieux. Et il analyse l'injonction de Jésus, aimez votre prochain comme vous-même. Et il se dit, bah alors, est-ce qu'il faut aimer le prochain plus que nous? Et bah, au début, saint Thomas, normalement, il propose des réponses pour lesquelles il dit, oui, il faut aimer le prochain plus que nous-mêmes. Mais après, il dit, non, attention, parce que, comme il a écrit, aimez votre prochain comme vous-même. Donc, ça veut dire que l'amour qu'on a pour nous est exemplaire de l'amour qu'on a pour les autres. Et là, il utilise le terme exemplaire. Et dans l'imprimerie du Moyen-Âge, l'exemple, c'était le livre qui était envoyé au copiste pour qu'il puisse le faire en morceaux et le recopier et le remettre ensemble. Donc c'était le livre exemplaire. Et donc encore l'idée de connaissance, l'idée de guide. Donc l'amour qu'on a pour soi est le guide de l'amour qu'on a pour les autres. Donc encore là, et je peux dire dans cette époque technologique qu'on a les réseaux sociaux, on a toute cette obsession pour les likes et les amis sur Facebook et Twitter. En fait, c'est très important de récupérer cette idée d'amitié envers soi-même. Parce qu'on a 4000 amis, on a 4 millions d'amis sur Facebook, mais est-ce que je suis mon ami? Je like mes propres posts. Exactement. Genre, est-ce que dans la vie, est-ce que je mettrais like à mon post? Et il y a aussi peut-être le fait d'être d'accord ou pas avec soi, parce que c'est aussi un problème existentiel. Hein. Et les gens qui ne sont pas d'accord avec eux, Deleuze le disait, ils sont chiants. Les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Et là-dessus, peut-être qu'en philosophie, est-ce que vous arrivez justement avec une personne, à l'aider à régler un dilemme, ou voilà, une position un peu ambiguë sur sa vie, avec du pour, du contre? Je ne sais pas si je vais répondre. Je pense qu'il y a deux questions. Il y a la question du dilemme, qui est la deuxième question. Et il y a la première question de l'accord avec soi. C'est pas tout à fait la même. Et on vit beaucoup, enfin, les gens que je vois vivent beaucoup avec le souci, comment dire, l'image qu'ils ont d'eux, c'est l'image que les autres se font d'eux. Et la question est comment on va sortir de l'image pour aller vers une perception de soi. Et je ne dis pas une vérité sur soi, parce que ça on l'a pas. Mais comment on va quitter le on dit et le rôle pour aller vers soi. Et ça c'est très important, parce qu'une fois qu'on est chez soi, on a une assise solide de liberté. Une fois qu'on veut s'ajuster à l'autre, on est fragile. Mais c'est difficile, parce que la société dans laquelle nous vivons est une société d'image, est une société de contraintes. C'est une drôle de société parce qu'elle a l'air très libre, très libérale, et finalement elle est très conditionnante, de manière sournoise, pas de manière dictatoriale où on peut... finalement la dictature elle a du bon parce qu'on peut s'y opposer. Et là c'est comme disait Marcuse, un philosophe des années 68, il disait c'est un totalitarisme indolore, une dictature indolore. Ça vient avec la publicité, ça vient avec la com, ça vient comme ça, ce qui fait que je ne suis jamais moi, mais je suis ce que la société veut que je sois. Ça c'est la première question. Oui. Pourquoi c'était différent avant? Parce que je ne connais pas d'être humain qui arrive à survivre seul, sans société.
C'est pas la même chose. Un être humain ne peut pas survivre sans société. Ouais. Et dans un système, par exemple, beaucoup plus petit, restreint comme un village, on est aussi modelé par les autres villageois. C'est une très bonne question. Mais, très bonne question. Je suis... oui, donc la situation est unique maintenant, en 2018, qu'elle ne l'était. Qu'est-ce que ça a d'unique, la situation actuelle, le fait d'être modelé par les autres? Votre question m'embarrasse. Donc je passe le... J'aurais quand même un élément de réponse, c'est que là, il y a une sorte de caisse de résonance immense par rapport à la vie dans un village où effectivement on arrive peu ou prou à négocier, à trouver des arrangements plus rapides. Là, on est soumis à tout ce qui se passe dans le monde entier à tout moment. Hein. On est sur BFM TV, puis on voit toute la misère du monde déferler, et ça crée une caisse de résonance assez extraordinaire qui rend les personnes encore plus mal à l'aise. Un éclairage, je ne sais pas comment dire. Oui, non, je suis d'accord. Et après, je pense, en fait, je vais répéter ce que Eugénie vient de dire. Moi, je suis embarrassée par la question. Non, parce qu'en fait, je pense que la différence est que aujourd'hui, on a cette injonction à la liberté qui est très façonnante, en fait. Genre, cette idée de do what you want et ça ira bien. Et en fait, non, ça ira pas bien. Alors, moi, il y a 2 ans, j'étais dans une de mes périodes de. J'avais perdu. Et ben des fois on a des. C'est comme Star Wars, vous avez. C'est comme on se tourne des Jedi et on va vers les Sith. On dit ok, je vais utiliser le côté obscur. Et donc ils m'ont envoyé un questionnaire de culturel attitudinel pour le. Et donc je l'ai rempli. Et ils m'ont répondu bah non merci, on veut pas de vous. Parce que, mais j'ai vraiment apprécié leur honnêteté, ils ont dit, parce qu'à Philip Morris, on croit que la grandeur et l'efficacité de la compagnie viennent du fait d'avoir des gens qui pensent de la même façon. Et en fait, j'ai apprécié ça, parce que ça allait contre cette idée, le plus on est différent, le mieux ça marche, qui est cette injonction assez fausse du XXIe siècle. Oui, merci, tu m'as sauvé la mise, parce que votre question m'a embarrassée, mais je pense que vous avez là le vif du sujet, c'est-à-dire ce qui distingue notre société à nous, c'est qu'elle elle nous contraint sournoisement en nous disant qu'il faut qu'on est libre. Soyez spontané. Et je pense que c'est là où il y a quelque chose de pervers dans la société d'aujourd'hui. La double injonction. La double injonction. Parce que en vrai, c'est difficile d'être rebelle contre la liberté, rebelle contre la diversité. Oui. Et ça devient hyper... Parce qu'après, on a le féminisme qui est devenu le côté de rebelle. Après, l'antiféminisme, c'est la rébellion au féminisme. En fait, on ne sait plus de quel côté c'est comme dans la musique, le genre indie. Il n'y a rien de plus catégorisé que le genre indie. Parce que indie, c'est indie. Bon, c'est un label commercial pour passer ce qui ne passe pas de l'autre côté. C'est un peu... J'ai bien fait ma pensée. Ah, pardon. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Jacqueline. Si, je voulais dire qu'aujourd'hui, la diversité, c'est la parité, c'est le quota. C'est-à-dire, on rend quantitatif et catégoriel ce qui est autre chose. Pardon. Il faut le remettre, il faut le ressortir de là. Mais sinon, je vais parler fort. Ça ne marche pas. Oui, moi, je ne sais pas si vous l'avez demandé avant que j'arrive, mais j'aimerais que vous précisiez le cadre de votre intervention. Donc, vous intervenez dans une organisation qui vous mandate, c'est une bonne question. Et quelle est la demande, comment la demande s'adresse à vous? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que la personne qui rentre en consultation avec vous choisit ce mode de consultation plutôt qu'un autre? Alors, je parle pour les organisations, et Tommaso va parler des particuliers. J'ai commencé mon métier parce que j'ai été sollicitée, j'ai commencé bizarrement, parce que j'avais commencé comme Tommaso, j'avais une consultation individuelle chez moi, et les gens venaient me raconter leur vie. Et ça m'a ennuyée prodigieusement. Et un jour est venu un directeur des ressources humaines, mais il y a 20 ans, qui m'a dit, écoutez, je viens chez vous parce que je suis un peu désabusée, parce que j'ai fait appel à des consultants, à des formateurs sur la délégation. Et moi, sortant de la fonction publique, je ne savais pas que déléguer c'était quelque chose dans les entreprises, dans les organisations, et j'ai dit, mais c'est quoi la délégation? Et je pensais à l'ambassade.
Il m'a dit, mais cette question-là, on ne la pose jamais. Et je me suis dit, tiens, la question de c'est quoi donc n'est pas posée dans les organisations. Ça, c'était mon point de départ. Et après, j'ai fait un stage, mais je vais venir à votre question. Un dirigeant éclairé, ça c'est une partie de ma réponse, m'a dit, venez chez moi, vous avez eu le courage de quitter l'éducation nationale, c'est formidable, il fallait. Venez chez moi voir comment ça marche une entreprise. Et je suis allée chez lui et j'ai vu comment ça marchait. Et depuis, je suis utilisée, au sens noble du mot, par toujours un dirigeant éclairé. C'est-à-dire, si vous voulez, le commanditaire, hein, c'est toujours quelqu'un qui a une vision sur l'ensemble et qui m'utilise là où un consultant ou un formateur ordinaire ne fait pas l'affaire. Si bien que, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais moi j'ai fait des enquêtes sur les cultures des entreprises, j'ai accouché des équipes ouvrières d'un projet, j'ai été dans les équipes de direction, j'étais un peu partout, un peu comme une alouette, à chaque fois utilisée là où on ne savait pas quoi faire. Et je dois dire que cette manière d'intervenir m'a convenu, parce que j'ai appris. Et depuis, c'est par le bouche à oreille, donc je ne peux pas vous répondre à votre question. Mais j'ai eu, si vous voulez, la philo est un critère de sélection. Il y a des gens qui n'en veulent pas du tout. Donc c'est pas la peine que vous fassiez du commercial, ils n'en veulent pas. Et vous avez celui qui est curieux et qui vous essaye pour voir. Et là, c'est la relation interindividuelle, et ma réponse de fond à votre question, c'est que finalement, on ne choisit pas le philosophe, on choisit quelqu'un. Mais derrière ce quelqu'un, il y a aussi la philosophie, puisqu'elle permet toujours ce qu'on a dit tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et j'ai pas répondu. Non, la question c'était le cadre, dans quel cadre vous intervenez. Mais c'est celui-là le cadre. Commanditaire. Mais c'est un dirigeant éclairé qui, à un moment donné, me dit, écoutez, là, je veux faire évoluer quelque chose. Est-ce que vous avez quelque chose à me proposer ? Alors je leur dis oui, mais je dialogue avec les gens pour voir eux ce qu'ils ont à proposer. Ce qui fait qu'ils me donnent la difficulté ou ils me donnent le point d'amélioration et après c'est à moi d'aller quérir là où il y a le point d'amélioration ou la difficulté pour lui remonter quelque chose et lui proposer quelque chose. Donc le cadre dans lequel j'interviens, c'est un cadre, c'est un point qui a été relevé par le dirigeant d'une entité, c'est un point, c'est pas encore le cadre. Et le cadre, on le construit. Et ce qui, pour moi, a fait l'intérêt de mon métier, parce que j'ai énormément appris, alors que quand j'étais prof, j'enseignais, mais je n'apprenais. Si, j'apprenais des mots, mais c'est pas la même chose. Ce qui, moi, m'a enrichi, c'est que le cadre, je l'ai toujours construit avec le commanditaire éclairé. Et ce cadre n'a jamais été fixé à l'avance. Je sais qu'il y a des consultants qui font une proposition, première étape, deuxième étape, troisième étape, etc. Moi, je n'ai jamais pu faire ça. J'ai fait la première étape et c'était du chemin faisant. Alors, est-ce que je réponds à votre question? Je ne sais pas. Mais le cadre est donné par quelqu'un qui connaît sa boîte. Eugénie, pour compléter, est-ce que tu fais appel après ta consultation? C'est sous consultation de groupe, c'est-à-dire que tu vas travailler avec une équipe autour d'un sujet qui aura été commandité. Est-ce que c'est des consultations individuelles après dans les entreprises ou est-ce que c'est effectivement tu gères les Alors, un exemple, vous voulez un exemple? Alors, un jour, le dirigeant d'un dépôt logistique, donc c'était des gens qui faisaient des paquets, qui recevaient des articles de bureau, qui faisaient des paquets, qu'ils envoyaient dans les hôpitaux, dans les organisations, etc., s'est trouvé devant une grève générale qui n'arrêtait pas. Alors les ouvriers demandaient de l'augmentation. L'augmentation a été attribuée et les ouvriers n'arrêtaient pas de faire la grève en demandant autre chose. Et puis évidemment, la direction a dit on ne peut pas aller au-delà de ce machin. On m'a dit mais qu'est-ce que vous proposez vous? Moi je leur ai dit écoutez, je vais voir avec les gens
avec les gens du dépôt, enfin les ouvriers, les techniciens du dépôt, ce qui se passe. Ils m'ont dit, alors vous allez leur poser la question, pourquoi vous faites la grève? J'ai dit, jamais, je ne vais jamais leur poser cette question, mais je vais leur poser une question latérale, à savoir, pour vous, la reconnaissance, c'est quoi? Parce que finalement, je me suis dit, philosophiquement, il y a une demande de rémunération, il y a une demande de reconnaissance. Ah, il m'a dit, vous pensez, etc. Et j'ai appris. Parce qu'en allant demander à des... donc j'ai fait des petits groupes d'ouvriers, il y avait 400 personnes, et j'ai pris... Je ne connaissais pas Tommaso à l'époque, et j'ai pris des sociologues, enfin j'ai pris des gens que je trouvais, parce que les philosophes consultants sont assez rares. Et on a fait des petits groupes de travail en demandant aux gens, la reconnaissance, c'est quoi? On va faire de la philo. Grand témoin, grand témoin, on va faire de la philo, mais finalement ça marche très bien. Et je me suis rendu compte que pour eux, la reconnaissance, c'était des choses qui n'ont rien à voir avec la philo. Quand on nous dit bonjour, mais on nous le dit de manière tellement mécanique, parce qu'on a fait des formations pour nous dire bonjour. Ah, bien. Bon. On a fait des formations, et donc on nous dit un bonjour mécanique, on n'existe pas, on existait mieux avant quand on ne nous disait pas bonjour et qu'on nous engueulait. Ah bon? Parce que quand on nous engueulait, au moins on savait qu'on s'intéressait à notre travail. Bien, premier point. Il y en a d'autres. Deuxième point, les chiottes sont sales. Oui, d'accord. Ce qui fait que la philosophie, finalement, qui est arrivée avec une question très générale, la reconnaissance pour vous, c'est quoi? Est arrivée à des questions hyper concrètes. Et alors, et à la fin, c'était vraiment très dangereux parce que les gens disaient, mais c'est-à-dire, vous allez rire, mais c'est pas une exagération, les gens se seraient fait manger le doigt, la main et le bras si on était gentil, vraiment gentil avec eux. Donc on leur disait, attention, là, arrêtez les limites. Donc voilà, donc après cette petite enquête avec des dialogues qui étaient joyeux finalement avec les gens, on est remonté et là, j'étais donc pas la seule parce qu'il y avait plusieurs. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils voulaient, vous allez me dire, c'est pas de la philo. Pour moi, c'est de la philo pratique. Ils voulaient une cafette au milieu du dépôt. Parce qu'une cafétéria au milieu du dépôt. Parce que les cafétérias étaient tellement loin du dépôt qu'avec le temps limité qu'ils avaient pour faire la pause, ils n'arrivaient même pas à aller. C'est des trucs inimaginables. Et donc, la réforme du dépôt, c'était de mettre une cafette au milieu pour que tous puissent aller. Il fallait que les toilettes soient bien propres, mais les gens étaient tout aussi responsables de la saleté des toilettes que les gens qu'ils accusaient. Et c'est là où la philo est intéressante. C'est pas que vous êtes des victimes, mais vous vous plaignez. Mais si vous vous plaignez, quel est votre rôle là-dedans? Et le problème, alors je vais vous dire ma tristesse, donc il n'y avait pas de grève, les gens étaient plutôt mieux, je ne dis pas heureux, hein, mais ils étaient plutôt mieux. J'avais, pour revenir à votre demande, le directeur du dépôt était quelqu'un de formidablement, c'était un mauvais manager qui aimait les gens, ça aussi j'ai vu, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui était colérique, qui les engueulait mais qui les aimait, donc il voulait avancer. J'ai vu des managers qui étaient polis, et qui n'était pas dynamique, et donc tout allait au mieux. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi, parce que, puisque vous voulez vous redonner tout, on avait soudain promu pour diriger des ouvriers, on avait promu des anciens ouvriers qui avaient beaucoup de mal à manager et à se faire respecter par ceux qui étaient leurs pairs au point de départ, etc. etc. Donc il y avait... dans le comité de direction de cette équipe, il y avait des vieux, enfin des anciens qui étaient promus par l'expérience, et il y avait des jeunes qui sortaient des écoles. Donc il y avait une hétérogénéité. C'était pas aussi simple. J'ai commencé par le simple. La tristesse de ça, c'est que donc tout allait bien, et puis quand tout allait bien, le dépôt a été vendu à une entreprise américaine. Et donc, la cafétéria a disparu? Non, non, la cafétéria a subsisté, tout a subsisté, mais c'est un Américain qui est venu prendre et qui en a licencié quelques-uns parce que ça faisait double emploi avec l'autre truc. Et je me souviens, je suis revenue chez mon dirigeant éclairé avec lequel on avait fixé le cadre.
Et je lui avais dit que la philosophie ne valait pas une heure de peine, puisque finalement, tout ce qu'on avait fait était foutu. Et il m'a dit, ben, la philosophie, au moins, a donné aux gens la possibilité à chacun d'aller plus loin. Je vous laisse juge de cela. Moi, je n'ai pas résolu la question. J'ai eu l'impression que, au point de départ, j'avais l'ambition d'avoir un rôle politique. Et à la fin, j'ai eu l'impression d'avoir eu un rôle d'éveilleur des individus, mais sans plus. Et je n'ai jamais su ce qui était devenu beaucoup d'entre eux. Ah voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Peut-être l'élément en plus, c'est qui a rémunéré cette intervention? Alors, qui était commandité par un intervenant éclairé vis-à-vis des gens. Oui, et ce les gens et les dirigeants. Oui, alors, vous posez une très bonne question. Donc, j'ai été payée par le dirigeant, par le budget du dirigeant éclairé, qui lui dépendait d'un directeur général, qui était moyennement éclairé, ce qui l'a permis. Mais ce dirigeant général dépendait d'un groupe, c'est-à-dire avait un PDG. Attendez, mais vous posez une vraie question. Ce qui fait que finalement, celui qui m'a payé honnêtement d'un budget qui était pour ça, mais la décision finale ne dépendait pas de lui. Alors, vous posez la question de la rémunération qui est une question importante. Tommaso, toi qui oui, mais vous me posez que des questions embarrassantes. Qui accompagne des particuliers. Oui. Ça se passe comment? C'est individuel? C'est la même chose. C'est individuel, oui. C'est-à-dire que, et encore ça marche comme pour Eugénie par curiosité. Oui. Il y a des personnes qui, alors soit par réseaux sociaux, par des façons de traverse, ils trouvent mon livre sur les Lego, ils disent tiens, qu'est-ce qu'il peut me dire aussi? Et sinon, voilà, par bouche à oreille, quelqu'un qui a dit tiens, j'ai rencontré cette personne, je lui ai parlé, ça allait mieux. Et un particulier il vient te voir une fois, plusieurs fois. Il n'y a pas de. Alors ça c'est encore la différence avec les psychothérapies et le fait, comme disait Eugénie, qu'on n'a pas. Et là c'est la question de l'authenticité du philosophe qui aussi c'est aussi pénible pour nous parce qu'on ne peut pas fidéliser le client si en fait on décide que le client a plus besoin de nous. C'est inutile de le garder, même si c'est une peine économique pour nous de ne pas pouvoir le garder. Mais voilà. Les hypnothérapeutes connaissent ça aussi, thérapie brève. Voilà, thérapie brève. En fait, si la personne, en fait, si une séance est suffisante pour que la personne soit contente, bah, on ne va pas lui dire de revenir. Mais c'est ce qui se passe en général, ils viennent chercher un éveil, quelque chose qui les fait réagir. Ils viennent chercher un éveil, quelque chose qui les fait réagir, une différente façon de voir leur vie. Alors après, parfois, ils ont besoin. L'idée, c'est comprendre et après décider ensemble un plan d'action éclairé par la philosophie à appliquer dans la vie. Parfois, ça marche bien. Parfois, on est humain, donc on tombe et on revient à dire alors est-ce qu'on peut ajuster le plan alors évidemment, si c'est ça, on va pas les chasser. S'ils ont juste besoin de corriger le plan, s'ils reviennent, on va pas les chasser. Voilà. Sinon, une fois, alors j'ai eu une expérience que c'était plutôt, c'était entre l'individuel et le professionnel. C'était en fait un créateur d'entreprise, un créateur de software. Qui donc on s'est vu plusieurs fois et en fait j'étais un peu son reality check, donc il me parlait de son plan, on voyait ce qui pouvait marcher, ce qui ne pouvait pas marcher. Ça on s'est vu par exemple plusieurs fois, mais c'était pas dans une dimension distancielle, c'était une dimension individuelle mais professionnelle en même temps, oui. Entrepreneuriale. C'est son aventure voilà. Professionnelle et personnelle. Oui, mais souvent, enfin chez moi, la personne, parce que j'ai aussi des individus qui payent de leur poche, puisque c'est la question de la rémunération, mais c'est pour une raison professionnelle. Ils ne viennent pas pour une raison individuelle. Et comment dire, et donc ce n'est pas en une fois que les choses se font, mais quelquefois ils viennent avec une idée. Et avec le questionnement philosophique, ils se rendent compte que ce n'est pas leur idée. Et que l'idée qu'ils avaient, c'était une idée qui était une idée un peu importée, un peu imposée. Et justement, tout le travail, c'est de voir que la première demande ne correspond pas à un vrai besoin.
Et ça arrive assez souvent chez moi. C'est-à-dire on vient avec un projet, pas un projet professionnel, mais avec une envie professionnelle, et finalement on se rend compte que ce n'est pas ça. Et je me rends compte aujourd'hui que je parle du conditionnement, c'est-à-dire on est souvent, on veut avancer de manière linéaire. On a fait ça, on veut faire plus de ça. Et souvent, ce n'est pas le plus de ça qu'il faut faire, mais il faut autre chose. Et comme l'autre est libre, on ne peut pas le forcer, on ne peut pas forcer la solution, mais par le questionnement, on peut l'amener à être, quelqu'un avait parlé d'accord avec soi-même, à être plus en accord avec soi-même que quand il est arrivé. Et là, ça demande quelquefois plusieurs séances. Mais, enfin, moi, je demande à l'autre de prendre rendez-vous. C'est-à-dire, je ne vais pas lui prescrire un rendez-vous. C'est pas systématique. Et je me dis, c'est le test aussi s'il revient. Mais je tremble évidemment parce que j'ai envie, j'ai besoin d'en vivre. Mais ça marche. Ça marche. Ça marche pour moi. Les thérapeutes connaissent aussi cet aspect. La personne est libre de son choix. Et c'est pas des rendez-vous récurrents, ça, systématisé. Est-ce qu'il y a encore des questions, des échanges? Oui, tu vois, je ne t'ai pas oublié, Daniel. Et je demande à la salle d'abord. Non? Question? Pas de question? On a fait un tour du sujet. Daniel, je vais te tordre ce micro, puisque tu nous avais parlé effectivement de phrases philosophiques que tu trouvais. Alors, j'ai plusieurs phrases philosophiques. J'ai des phrases philosophiques d'auteurs connus et les miennes. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? On ne les connaît pas encore. Les miennes, non. Oui. Alors, je vais vous dire une phrase de Proust. On crée ce que l'on nomme. Tennessee Williams, ça répond à la boue. Aimer, c'est perdre. Encore Tennessee Williams. Choisir est une perte d'aimer. De moi. La définition précède la finition. Ça doit être de Nietzsche, mais moi j'y ai pensé, mais je crois que c'est une phrase de Nietzsche. Il n'y a pas d'absolu dans le génie. Il n'y a pas d'absolu. On dit toujours un génie absolu. Il n'y a pas d'absolu dans le génie. Je continue. Peut-être ça va? J'en ai une ou deux autres. Ça c'est de moi. La raison peut créer l'illusion, mais l'illusion a le droit d'être raisonnable. Bien sûr. Et puis, un que j'aime bien, que j'ai créé par rapport aux arts martiaux, qui est le Ferama, qui lance une balle qui ne lui revient pas dans la main, n'a pas lancé une balle. Ah, ça Cohen, ça. Ça Et puis j'en fais une dernière pour plaisanter. Quand le pain n'est pas quotidien, c'est le rein qui prend le relais. Le vin? Le rein. Le rein? Oh, le rein, le rein. Je te félicite, Daniel. C'est quoi qui prend le relais? Daniel, j'aimerais bien que tu répètes la phrase de Proust, parce que tu as trouvé la phrase la plus courte de Proust. Et j'aimerais bien que tu nous la redises, parce que franchement, ça m'épate. Oui, c'est vrai. Hein, quand même. Hein. On aime beaucoup, c'est on crée ce que l'on nomme. Voilà, Proust. Ah, c'est Proust. Ah, quand même, hein. Bravo. Ça, rien pour cette trouvaille de perles, parce que on a l'habitude de choses plus développées. Bon. Écoutez, merci. Vous avez été formidables. On va remercier Eugénie et Tommaso pour leur intervention, la vivacité du propos. Je vais laisser la parole à Axel, hein, qui va vous parler de l'actualité de l'Institut Noesis. Hein, voilà. Et puis Clore, juste un mot vite fait. Donc merci à nos intervenants d'être venus parler de la consultation philosophique. Nul doute que nous avons plus de questions que de réponses. J'ai moi-même eu quelques questions qui m'ont brûlé les lèvres, mais c'était un petit peu compliqué à mon avis de monopoliser la parole. Je préférais laisser les autres poser leurs questions. Encore poser une question. Vous pouvez toujours. Hein. Bon, je dis ce que j'ai à dire, après je vous prends une question. On va parler un petit peu, mais c'est la question de la après. Donc voilà, juste pour dire que c'est parrainé ce genre d'événement par l'Institut Noesis, dont Marc a bien voulu se faire le porte-parole ce soir. Voilà, il y a des petits flyers sur les tables. L'Institut organise des formations aussi en thérapie brève, plus particulièrement en hypnose ericksonienne.
qui est très très proche en réalité tel qu'on la propose de la philosophie, c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de questions. J'ai moi-même du mal à rester dans les catégories. Je me demande si vraiment la philosophie existe ou si l'hypnose existe ou peut-être la philosophie. Ça serait une question intéressante. En tout cas, voilà, donc il y a quelques événements, sans doute des prochains événements qui seront organisés par Marc en particulier. Peut-être avec vous, encore de nouveau, pourquoi pas, pour aller plus loin. Ça ne vient pas comme ça, en tout cas voilà, si vous avez, il y a le site Technoesis, les vidéos seront mises en ligne. En général, lorsqu'il y a des interventions, elles sont mises en ligne et donc disponibles au regard, à la critique, pourquoi pas, avec des interventions, ça c'est le plaisir des réseaux sociaux. N'hésitez pas à intervenir, à revenir nous voir et à nous poser des questions. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près. La question. Vraiment, vous êtes sûr? Avant ta question, juste pour la prochaine rencontre, ça sera sans doute au mois d'avril. On accueillera un magicien, Laurent Beretta, un magicien professionnel, qui va nous parler, il va nous dire, qui monte un spectacle en ce moment, qui est sur la déshypnotisation. C'est-à-dire qu'il évoque le fait qu'en fait, on arrive tous déjà hypnotisés, en fait, et que l'hypnothérapie, c'est déshypnotiser d'autres choses. Alors, je vous pose ma question. Oui. C'est une question, en fait, c'est plutôt un sujet qu'on a abordé un petit peu avant de vous rencontrer ce soir, justement avec l'interlocuteur qui vous a posé une très bonne question, une question dérangeante. Oui. Il s'agissait finalement d'une manière très large, à la fois philosophiquement, mais également en thérapie, de se poser la question de la fonction politique du thérapeute, de l'accompagnant. Est-ce que l'accompagnant éveille véritablement la personne à lui-même et donc le sort d'une certaine forme d'hypnotisation du quotidien, ou bien l'aidons-nous à se conformer un peu mieux au système dans lequel il se trouve? Quelqu'un qui ne va pas bien dans sa vie vient voir un thérapeute ou un philosophe, pose une question existentielle ou autre, et puis on l'aide finalement à trouver une meilleure position dans son existence. Est-ce qu'on l'aide à, selon vous, à mieux s'insérer dans le système de conformité, ou est-ce qu'on l'aide au contraire à en sortir et donc peut-être en souffrir encore un peu plus? Voilà, c'était une question qu'on se posait, auquel on n'a pas de réponse. C'est une bonne question, seulement vous la posez. C'est une bonne question, mais qui n'est pas très bien posée, parce que vous la posez en termes de ou bien. Et que dans la vie, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, je réponds à partir de moi. Il y a des gens dont on sait qu'ils ne peuvent pas faire autre chose que d'être mieux dans un système donné. Et et que leur voie à eux pour être mieux, c'est de se conformer. Et vous avez des gens qui peuvent faire autrement et ne pas se conformer. Et je pense que la question est bonne, mais c'est aussi à chacun, c'est le rôle du philosophe en tout cas, de ne pas... c'est pas un thérapeute, il peut conduire quelqu'un. Si quelqu'un a une envie de rébellion, il peut aller à la rébellion. Et il peut quitter un poste élevé avec beaucoup de rémunération pour faire ce qui lui convient. Et ça, c'est... Alors, au bout du compte, on se conforme toujours à un système quand on est dans la normalité. Mais ce système aujourd'hui a des poches et on peut faire des choses nouvelles. Donc, si vous me permettez, la question qui venait derrière, c'est un petit peu le sujet. Du coup, quel est le rôle du philosophe? C'est de faire en sorte que l'autre trouve sa liberté dans les limites de son possible à lui. Maintenant, vous avez posé une autre question qui est ma question de fond, c'est le rôle politique. Et là, je pense que c'est en fonction des convictions de chacun. Et si j'avais un rôle politique à jouer, je souhaiterais que la plupart ne se conforment pas et qu'ils deviennent des critiques. Oui. J'ai monopolisé le... Non, mais j'allais pas dire quelque chose de très différent. Mais oui, non, en fait, le rôle du conseiller philosophique, c'est de poser des questions. Comme on dit, tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a quelqu'un auquel se rebeller et créer son système serait beaucoup trop cher pour la façon dont il est fait. Mais évidemment, c'est pas à nous de décider, mais c'est à nous de poser la question. Peut-être que, genre, une personne qui est las de son système,
qui se sont étouffés, il faut lui poser la question, est-ce que tu es prêt à changer les choses, et accepter sans jugement de valeur la réponse. Si la personne dit non, évidemment c'est pas une seule question, mais le travail à travers plusieurs questions de pouvoir aller dans ce sens. Si la personne dit non, alors il faut évidemment aller travailler pour augmenter le bien-être dans la situation. Et là on peut voir quelle philosophie déployer. Par exemple, tu veux y aller avant de faire, parce que moi je vais garder. C'est-à-dire que je voulais dire que je pensais surtout dans mon travail dans les organisations. Et je me dis, finalement, je réponds un peu aux autres questions, mon client, c'est pas celui qui me paye. Parce que celui qui me paye, c'est l'employeur. Et souvent, l'employeur paye un coach pour que la personne se conforme à quelque chose. Quand l'employeur paye le philosophe, je lui dis d'emblée que mon client, c'est mon interlocuteur. Et il m'est arrivé, tout en étant payé par une organisation, à conduire quelqu'un en dehors de l'organisation. Et c'était sa liberté à lui. Maintenant, est-ce que c'est un rôle politique? Je pense qu'on vit dans une époque trop individualiste, où finalement c'est la liberté de l'individu et le mieux-être de l'individu qui prime sur quelque chose qui pourrait vraiment révolutionner cette société. Ce sera le mot de la fin? Je ne sais pas. On va se laisser. On reste là-dessus. Merci à tous.